Le MS-20, c'est le premier synthé que j'ai acheté quand j'avais 17 ans, quoi. Parce que je le trouvais beau. Et mais j'y connaissais rien à l'époque. Bon, je suis une personne âgée, j'ai 45 ans, donc c'était en 88-9 et j'aimais déjà les prémices de l'acid house, tout ça, et j'aimais de la musique électronique, genre Depeche Mode, New Order, tout ça. Donc je voulais faire de la musique électronique, mais j'y connaissais pas grand-chose. Et je l'ai vu en vitrine d'un magasin d'instruments d'occasion et je l'ai acheté parce que je le trouvais, je sais pas, c'est beau, quoi. Moi, je trouve ça beau, quoi. Et j'ai eu de la chance parce que c'était l'époque où les analos, tout le monde s'en foutait. Les synthés vintage comme ça. Donc, ça coûtait pas grand-chose, quoi. En francs, je l'avais acheté 650 francs. Maintenant, ça coûte genre 2000 euros, je crois. Donc, j'ai eu de la chance et j'ai trouvé plein de trucs comme ça. SH101, la 808, le séquenceur aussi, comme ça, que j'ai payé à l'époque 500 francs. Enfin, et petit à petit, je me suis fait mon studio comme ça. En fait, quand je dis que je ne savais pas ce que c'était, je mens un peu parce que je savais que le MS-20 de Korg, les groupes que j'aime toujours d'ailleurs, donc les pionniers de l'EBM, donc Electronic Body Music, donc des groupes comme DAF, c'est un groupe allemand, fin des années 70, début 80, Front 2K2, c'est des Belges, Liaison Dangereuse, tous ces Nitzareb, etc. La plupart de ces groupes utilisaient ce synthé-là parce qu'il n'était pas cher en fait à l'époque. C'était un des premiers monophoniques accessibles parce que sinon les synthés ça coûtait une fortune dans les années 70. Donc ils sont tous jetés sur ce synthé et il a un son vraiment particulier. Il a une résonance, il a un fil très agressif et il est vraiment partie prenante de ce son EBM qui revient, c'est très à la mode en ce moment, une fois de plus. Moi, ce que j'aime, c'est l'EBM des débuts, en fait, c'est-à-dire entre 79 et 82, c'est-à-dire avec encore des machines analogiques, parce que l'EBM qui a vraiment cartonné, l'âge d'or de l'EBM, c'est la fin des années 80, et là, c'est une instrumentation complètement différente, quoi. C'est des synthés digitaux, il y a plein de sampleurs, il y a plein de choses comme ça, mais ça, c'est, on va dire, l'âge d'or de l'EBM. Moi, j'aime, c'est les prémices, les tout débuts, quoi, où les mecs bricolaient avec ces synthés pas très stables, qui sonnent faux. Je trouve que ça donne un grain particulier, quoi. Donc là, c'est le MS-20, c'est le synthé, et le SQ10, c'était le séquenceur qui allait avec le MS-20. Et alors, c'est une drôle de machine parce que normalement, un séquenceur, il y a 16 pas, quoi, pour que ça fasse une mesure. Alors, Korg, je ne sais pas pourquoi ils ont mis 12. Bon, c'est pas très pratique, mais enfin, bon, on peut, en câblant sur 8, ça fait que ça fait 2 fois 8, donc on arrive à avoir un truc qui tourne sur 16, qui tourne carré, on va dire, quoi. Bref, et donc c'est un step séquenceur, donc chaque bouton là c'est une note. Et donc le séquenceur pilote le synthé, et donc on cherche chaque note, la tonalité qu'on veut. Ça peut prendre des heures, hein, c'est très très long. Moi j'adore faire ça, mais ça peut être très chiant aussi. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est pas, les valeurs sont pas définies stables. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est ce qui fait son intérêt. C'est que ça fait des choses impossibles à refaire à la main sur un synthé ou quoi. Donc ça fait des séquences très bizarres que j'aime beaucoup, quoi. Le SQ10 donc pilote le MS-20. Le son plus ou moins court, plus ou moins de sustain, plus ou moins de résonance, doser la vélocité sur le filtre. Alors j'ai fait le filtre passe bas pour voir, après le passe haut. Il y a 2 filtres, plus ou moins de résonance, et donc tout ça interagit les uns avec les autres.
vraiment, j'adore bosser avec les step séquenceurs. J'ai celui-là, mais j'en ai d'autres. Le fait de chercher comme ça, je trouve ça. Puis j'aime bien les accidents. J'aime bien quand ça sonne faux ou bizarre. C'est là on peut faire justement de la musique plus originale, quoi. Là, elle est au plus aigu possible. Enfin, voilà. Et là, c'est comme si je cherchais une note, quoi. C'est pour comment la régler. Mais c'est très. Voilà, par exemple, mettons que c'est là que j'aime bien. Tu vois, pour retrouver 2 fois exactement la même note, c'est pas hyper évident parce que c'est pas très stable. Pour moi, c'est ce qui fait son intérêt, quoi, en fait. Après, il y a une part de hasard aussi, hein, des fois, carrément, on trouve des trucs comme ça sans faire exprès. Hein, je maîtrise pas complètement ce qui se passe. Enfin, je sais ce que je fais, mais c'est voilà quoi. Ce qui est bien, c'est ce truc de vélocité sur filtre. Ça fait des séquences qui sont pas. Ça aussi, une note peut être très sourde et l'autre beaucoup plus claire. Ça fait des choses un peu plus moins linéaires, quoi. Ça fait des tours comme ça qui fonctionnent bien normalement. Avec d'autres synthés? Essentiellement donc le MS-20, le SH-101 donc qui est Roland, donc le petit monophonique mais qui est super bien aussi, un petit séquenceur dedans qui est vachement bien. Jupiter 6, Roland aussi, et le système 100 M. Donc c'est un modulaire en fait. Ça c'était vraiment un synthé qui me faisait rêver depuis aussi des années. Ce que les groupes que je préfère, donc Front de 4-2, Daniel Miller, le mec de Mute, Dépêche Mode, tout ça, l'ont vachement utilisé à leur début. Enfin, Vince Clarke, des gens comme ça. Et j'ai eu la chance de tomber dessus, pas trop cher, parce que maintenant, enfin, tous ces trucs-là coûtent une fortune. Et c'est juste incroyable, quoi. Le synthé, il y a ce genre de synthé, en fait, quand tu le branches, ça sonne tout de suite comme tu aimes. T'as pas à te galérer, à chercher pendant des heures pour que ça sonne. Il y a des synthés comme ça, c'est direct. Le MS-20, ça m'a fait le même truc, où tout de suite, ça sonnait comme j'aime et comme je veux pour ma musique. Le système 100, c'était pareil aussi. Donc maintenant, j'utilise beaucoup le système 100. Et toujours avec ces systèmes de step séquenceurs, pour les lignes de basse, c'est super bien, quoi. C'est vraiment le truc qui fonctionne bien, quoi. Je surcharge pas d'effets. Ma musique, il y a pas beaucoup. C'est assez, enfin, pour ceux qui ont écouté, c'est assez simple. Mais j'aime les choses simples, en fait, moi. Un peu de reverb, de l'écho, mais ouais, c'est tout, quoi. Je suis pas, tu vois, genre à la Aphex Twin qui va tout découper en des millions de petits bouts avec 10 millions d'effets, ce que j'adore, hein. Mais moi, c'est tout l'inverse, en fait. Il y a pas grand-chose. J'aime les choses très simples et qui fonctionnent, en fait. Parce que les groupes que j'aime beaucoup, qui font ce genre de choses, genre par exemple Kraftwerk et Doppler Effect, c'est vraiment leur façon de faire, quoi. Il y a 3 sons, mais les 3 sons, on sent qu'ils ont été pensés, réfléchis et poussés à leur maximum d'efficacité, quoi. Donc moi j'aime ce côté hyper basique, en fait, quoi. Doppler Effect, on se connaît depuis quelques années, ouais, et on a un peu dit, enfin, il est très secret quand même, hein. C'est difficile de lui soutirer quelques informations, mais une des premières fois qu'on s'était rencontrés, il m'avait dit, on parlait de matériel, de comment faire de la musique, et il me dit, Michel, ce qui compte, tu peux faire un très bon morceau rien qu'avec une 808, quoi. Ça sert à rien d'avoir un studio énorme, il faut juste avoir des idées, quoi. Et c'est quelque chose qui m'est resté, quoi, qui m'a marqué, quoi. Et des fois, c'est aussi se limiter volontairement. Parce que maintenant, avec les plugs et tout, c'est infini, quoi. Un morceau n'est jamais fini quelque part. Tu peux toujours rajouter quelque chose. Donc, des fois, volontairement, je me limite et je me dis, bah, par exemple, voilà, je vais utiliser que ça. Et une reverb et basta, quoi. De mon expérience, quand on passe trop de temps sur un morceau, c'est que c'est naze, généralement. Enfin, c'est que c'est pas top, quoi.
Les meilleurs morceaux. Les morceaux que j'ai fait qui ont le plus marché, c'est des trucs que j'ai fait en 2 heures, quoi. Oula. Ah, on peut faire des kicks, enfin plein de choses. Je me suis fait plein de drum kits, moi, comme ça, vous avez que du MS-20. C'est ce que j'aimais aussi sur synthé. Donc, autant tu peux faire des trucs pour faire des lignes de basse, des petits riffs de synthé, autant tu peux faire donc des trucs rythmiques, des snares, des kicks. Les sons à la Kraftwerk. Ça, c'est quand je faisais du hardcore, par exemple. Il est assez réputé pour ça, justement, cette résonance hyper agressive. Et là, il est brut, tu vois. Alors, si tu rajoutes de la disto là-dessus, c'est la fin du monde, quoi. D'ailleurs, le groupe hardcore que je faisais, on avait 2 MS-20, en fait, et un sampler, c'est tout. Et on faisait tout avec ça, quoi. Il faut que les 2 VCO soient un peu détunés. Tu vois, là, ça flotte un peu. Là, je trouve ça trop clean. C'est trop. Là, ils sont bien tous les 2 synchro. La 909, c'est vraiment la boîte à rythme techno, quoi. C'est Jeff Mills. Et autant à une époque, j'ai adoré cette boîte à rythme, c'était mon rêve d'en avoir une. Elle a toujours coûté cher, d'ailleurs. Autant maintenant, je m'en suis complètement lassé. Elle a été cramée, quoi. Je veux dire, on l'a trop. Encore, bon, quand Jeff Mills il fait son truc avec, c'est mortel, pas de problème. Mais on l'a tellement entendu de partout. Enfin, c'est très techno et très house aussi, la 909, surtout l'open. Et j'en peux plus, quoi. Je l'ai trop entendu. Donc, oui. Alors que bizarrement, la 808, je m'en lasse pas, quoi. Je la trouve plus subtile, plus fine. Les hi-hats et le rimshot, j'en fous de partout, quoi. Je peux pas m'en empêcher dans tous mes morceaux. On m'a dit, hein, Michel, c'est bon, on a compris, t'as une 808. Mais non, j'adore cette boîte à rythme. Des fois, je l'utilise en début de morceau, juste pour avoir une rythmique qui tourne. Elle finit pas forcément dans la version finale du morceau, mais elle est toujours là au début pour faire une ébauche, en fait, quoi, parce que c'est facile à programmer, ça va vite. Alors, on va enlever le rimshot, là. Voilà, je trouve, en plus, je sais pas pourquoi, mais quand tu fais une rythmique dans la 808, ça groove tout de suite. Si tu fais la même rythmique avec des samples dans l'ordi, c'est tout raide. Il faut que tu fasses toi les vélocités pour que ça groove un peu là. C'est tout de suite bien, quoi. C'est vraiment ce que j'aime avec cette boîte à rythme. J'aime beaucoup aussi le rimshot, hein. Le clap, il est où, là? Quand vous faisiez ces productions avec Miss Kittin, vous avez conscience d'explorer un nouveau territoire qu'on a appelé ensuite Electroclash. Ouais. Vous aviez le sentiment à ce moment-là? Non. En fait, on s'est dit juste, essayons de mettre des paroles sur de la techno, quoi. Ce qui peut sembler maintenant hyper con comme idée, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Ou alors c'était un mot répété en boucle, tu vois. Et on s'est dit juste ça, quoi. Et utilisons, parce que Caroline et moi, on est vraiment, on vient de la rave, quoi, hein, à Grenoble où on était, les Spiral Tribe, tout ça, donc des trucs hardcore. Mais on est aussi des enfants des années 80, quoi. Donc on s'est dit, et si on mélangeait ça, quoi, l'énergie de la techno et le côté mélancolique, synthétique des années 80. Et voilà, c'est tout. Parce et en même temps, c'était pas vraiment un calcul, c'est venu assez naturellement. C'était nos influences, quoi.
Et il s'est trouvé après que ça a fait ce bordel Electroclash. Et avec ce truc Electroclash, gigolo, avec toute l'équipe, DJ, David Carretta, Terence Fixmer, Vitalik par la suite, etc. Enfin, et puis d'autres, hein, des étrangers, adultes, enfin plein de gens. Enfin, on s'amusait en soirée, c'était plus drôle, c'était plus sexy, c'était plus funky, c'était moins autoroutier. Tu vois, l'entrepôt, machin, c'est bon, ça j'en avais marre. Autant j'ai adoré ça aussi à une époque, mais il fallait un changement. Et Electroclash, c'était un peu ça. Ça a été le premier revival dans la musique électronique, tu vois. On s'est retourné sur les années 80, et après, et là, depuis, on n'arrête pas, on fait que ça. On va de revival. Et là, on dit revival années 90. Et justement, pour sortir de ce revival qui n'arrête pas, est-ce que ça serait pas la sortie d'une nouvelle machine? Je sais pas, qu'est-ce qui pourrait faire que la musique électronique, en tout cas dans son sens large. Quand il y a un nouveau mouvement musical, c'est pas il y a un côté de la technologie, bien sûr, mais il y a autre chose. C'est tout un contexte, quoi, qui fait qu'il se passe quelque chose. Donc c'est plus complexe que ça, quoi. Je pense pas qu'un nouveau sampler ou un nouveau logiciel changera la donne, ou alors un génie qui atterrit. Pourquoi pas, hein. Et là, on attend. Donc voilà. Tu as dit tout à l'heure que tu mettais le minimum d'effets. Ouais. Et finalement, quand on réécoute tes disques qui ont 12 ans, facile, ça sonne encore bien, quoi. Est-ce que c'est pas un peu la recette ouais, Est-ce que le son, tu l'as en fait dans la tête et tu essaies de le reproduire, ou alors tu trouves que c'est bien et tu touches plus? Ah, c'est intéressant. Est-ce que c'est j'ai mis du temps à pouvoir faire ce que j'avais en tête, en fait. J'ai mis beaucoup de temps. Maintenant, je sais le genre de reverb que j'aime, ou le genre d'écho que j'aime. Donc voilà. Je sais plus, en plus j'ai vu un reportage, je crois, sur Michael Jackson ou je sais pas quoi, là, sur un de ses albums, et il y avait un de ses producteurs qui disait il faut faire attention avec les tics de production à la mode quand il y a une nouvelle machine qui sort. Passé un temps, c'était le time stretch, des trucs comme ça, et les gens ils en foutent des tonnes. Et le problème c'est que quand tu fais ça, ça date ta musique. Ah oui, tu te rappelles en 2007, c'était ça qui était cool à faire et tout. Donc moi c'est pour ça que j'essaye de faire hyper gaffe avec ça, quoi, parce que ouais, ça date ta musique immédiatement. Et voilà, quoi. Donc je reste toujours. Enfin moi, mon école c'est Kraftwerk. Tu vois, des groupes comme ça où c'est hyper. Tout est très dosé, très minimal. Il y a rien, tu vois, pour que 20 ans après t'écoutes et ça sonne toujours bien, quoi. Une petite reverb, un petit écho, généralement, ça suffit, quoi. Tu nous as expliqué comment tu utilisais tes machines pour rentrer la musique dans la boîte. Ouais. Et comment tu les utilises en live? C'est quoi ton setup? En live, c'est autre chose. Ouais. Alors en live, j'aimerais bien avoir ça en live, mais malheureusement, c'est un peu galère à transporter. Et c'est super fragile, quoi, ce matos-là. Et puis, donc voilà. Mais non, en live, alors j'ai un sampler, un vieux sampler Korg, et j'ai deux petites machines, les trucs boutiques que Roland a fait il n'y a pas longtemps, la TB303 et le SH101. Donc c'est un setup vraiment hyper minimaliste, mais c'est volontaire, comme ça je peux jouer de partout, quoi. Autant je peux faire un gros festival que jouer dans un club. J'ai juste besoin d'une petite table où je pose mon matos et voilà, quoi. Toutes mes séquences, toutes mes boucles sont dans le sampler, et il y a des drum kits aussi, machin, et j'enchaîne des patterns, voilà, pendant ça dure 1 heure en gros, quoi. Avant je faisais un live avec Ableton, mais ça m'a gonflé parce que j'aimais pas être derrière un ordi, donc j'ai arrêté. Donc en fait là, je peux selon les morceaux, il y a de l'impro, et surtout la structure donc n'est pas figée. Si un morceau fonctionne, je peux le faire durer 10 minutes. Si les gens n'accrochent pas, je zappe et il dure 2 minutes, quoi. Donc ça c'est super important, quoi. Et puis c'est hyper confortable. Tu vois, t'es pas derrière ton ordi, merde, qu'est-ce que je fais, à attendre que le truc il se finisse. Donc c'est surtout ça. Et après, au niveau machine, si je peux faire un peu d'impro avec la TB et le SH101, mais ça reste maîtrisé. De toute façon, l'impro totale en musique électronique, c'est très difficile. Tu es obligé d'avoir une partie préprogrammée, quoi. Ou à moins d'être Kraftwerk ou Depeche Mode, c'est-à-dire tu as 4 mecs derrière des machines. Et là, et encore. Eh ben, merci beaucoup, voilà. The Hacker, pour cette rencontre et ce partage de connaissances. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, redbullmusic.com. On allait visiter ton studio dernièrement. Oui. Un petit reportage photo à paraître dans les jours qui viennent sur redbullmusic.com où tu détailles plus de machines de ton studio à Grenoble. Exact. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci.